Madame Muriel Moser, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes immunologiste à l'ULB et vous venez nous parler principalement des vaccins. Absolument. Et donc notamment maintenant pour les vaccins, donc tout nouveau ARN, ou ARN messager comme on les appelle. Ça c'est un des gros points de débat pour l'instant, vous le savez certainement. Voilà. C'est vu certains appellent ça une thérapie génique, on va modifier notre génome parce qu'on injecte un ARN, mais effectivement la maladie à virus elle-même, c'est le même principe. Sauf que le virus est entier. Ici, c'est juste une partie pour ne pas qu'il soit pathogène. Exactement. Et alors, la question de savoir si notre matériel génétique, notre ADN peut être modifié, la réponse est non. L'ARN messager ne peut pas être rétrotranscrit, comme on dit, en ADN pour aller. C'est pas possible. On n'a pas les enzymes, on n'a pas les signaux nécessaires. Je me suis informée auprès d'une virologue. Tout le monde est bien d'accord que c'est pratiquement impossible. On ne peut pas jamais dire que c'est impossible en science, mais... Donc, quel type de vaccin existe contre la Covid-19 ? Donc, les deux premiers vaccins sont des vaccins ARN messagers. Donc, c'est celui de Pfizer-BioNTech et Moderna, qui sont tous les deux extrêmement efficaces, puisqu'ils ont montré une efficacité de 95%. C'est-à-dire, quand on compare deux cohortes, personnes vaccinées et non vaccinées, c'est relativement facile maintenant, puisqu'on est dans la pandémie. Eh bien, donc, on regarde simplement s'ils sont infectés par le SARS-CoV-2 ou pas. Donc, c'est assez facile de faire une phase 3 aujourd'hui, puisque là-dessus, d'ailleurs, j'ai une question. Le virus circule. Comment se déroulent ces études? C'est-à-dire on vaccine des personnes test et ensuite on les laisse vivre leur vie en fait. Absolument. Simplement, il n'y a pas de contamination contrôlée. On ne va pas expressément leur mettre du coronavirus. Non, il n'y a pas de raison de le faire ici et on ne le fait pas souvent, mais il y a certains vaccins pour lesquels c'est ce qui est fait, en effet. Mais donc ici, on prend quand même deux cohortes assez semblables au point de vue âge, race, etc. Dans une, on donne quand même un contrôle. Un placebo. Ça peut être un placebo, ça peut être un autre vaccin éventuellement, j'ai vu. Et puis, on vaccine l'autre cohorte, plus ou moins le même nombre. Et puis, on compte simplement le nombre de personnes infectées dans la première cohorte et la deuxième cohorte. Et c'est là qu'on calcule 95%. Pour le cas des vaccins ARN, 95% de protection. Ce qui est haut par rapport à un vaccin classique? C'est extrêmement élevé. Bien que la rougeole, par exemple, est aussi à plus de 95%, mais par exemple la grippe, c'est moins que ça, mais la grippe mute beaucoup, et la grippe circule, il y a plusieurs virus qui circulent, et donc ça dépend des années, mais donc en fait, l'OMS demande d'avoir une efficacité d'au moins 50%, alors quand le chiffre 95%, en plus pour les deux vaccins indépendamment, a été publié, tout le monde s'est dit c'est remarquable, bien sûr c'est remarquable. Alors là justement, ça c'est un grand sujet de débat, c'est sur ces études justement, qui donnent des chiffres aussi hauts que ça. Est-ce qu'elles sont publiées, disponibles pour tout le monde? Est-ce qu'elles ont été bien faites? Et surtout, ce qui inquiète beaucoup de gens, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite? Non. Ça, c'est vraiment le point qui ressort systématiquement. Oui, je sais. Mais donc, elles sont très bien faites, elles sont publiées, je les ai lues, avec tous les détails sur les cohortes, tous les détails sur les résultats. En plus, ils publient la réponse immunitaire, la réponse des lymphocytes B, producteurs d'anticorps. On mesure le taux d'anticorps dans le sérum des personnes vaccinées à différents temps. Là, maintenant, on est arrivé à 4 mois, c'est toujours très très bon. Donc, c'est pas que ça va durer seulement 1 mois. Les lymphocytes T aussi, les lymphocytes T tueurs, les lymphocytes T cytotoxiques qui produisent l'interféron gamma, comme je vous l'ai dit. Tout ça est publié, est très bien fait, et vraiment très convaincant, est analysé par comité d'experts indépendants au niveau donc de l'Agence européenne des médicaments. Et donc, moi je suis tout à fait rassurée, mais évidemment je connais le domaine. Mais par contre, le vaccin russe et le vaccin chinois, il n'y a aucune publication, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de publication scientifique qui montre les résultats. Et donc là, on ne peut pas dire oui, on a confiance, oui, ça fonctionne. Il faut que ce soit publié, que ce soit revu par des pairs, comme toujours dans les publications scientifiques, que ce soit fait avec rigueur, que l'analyse statistique soit bien faite, et donc c'est vérifié par des experts dans le domaine. Voilà, donc dans le cas de Pfizer, BioNTech et Moderna, c'est publié, la même chose pour AstraZeneca. Donc AstraZeneca, c'est un adénovirus de chimpanzé. Donc, c'est-à-dire, c'est un virus qui va porter l'information génétique. Donc, ce n'est pas l'ARN messager qui va rentrer pratiquement tout seul, il y a les nanolipides, mais dans nos cellules, c'est l'ADN est porté par un virus à ADN dans lequel on a mis
l'information génétique, donc l'ADN, pour la protéine S. Ah, donc c'est le même principe en fait. C'est exactement le même principe dans le sens où donc l'adénovirus va rentrer dans nos cellules et comme il contient l'information génétique pour produire la protéine S, l'ADN va devenir l'ARN messager. On retourne à l'ARN messager. L'ARN messager va permettre de produire la protéine. Et donc, c'est une séquence qui n'est pas très différente, sauf que l'information génétique est de l'ADN. Ils ont publié 3 articles montrant la protection dans les différents âges. Et comme il n'y avait que 13% de volontaires qui étaient de plus de 65 ans, on a entendu toute une discussion là-dessus. Mais moi, j'ai lu les articles et ils ont analysé les réponses immunitaires dans les différentes catégories d'âge, et en particulier dans un article sur les plus de 65 ans, ces réponses immunitaires étaient très bonnes. Et comme on sait quelle est la réponse immunitaire protectrice, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Du coup, petite question sur les variants. Puisqu'on sait maintenant qu'effectivement, il y a beaucoup de variants. Alors, il y a le variant donc, anglais, d'Afrique du Sud, brésilien. J'ai appris quelques jours que maintenant, il y en avait un français. Donc, apparemment, ça mute assez vite. Est-ce qu'effectivement, ce virus a l'air de muter plus vite qu'un virus normal comme la grippe, par exemple? Est-ce qu'on pourra adapter suffisamment vite les vaccins pour chaque fois répondre à chaque variant? Si, par exemple, la protéine Spike mutait, du coup, la réponse immunitaire n'est plus adaptée, est-ce qu'on pourra répondre suffisamment vite? Et, question subsidiaire, du coup, est-ce qu'effectivement, on ne va pas devoir se revacciner tous les 3 mois, 6 mois ou 1 an, si effectivement ce virus mute aussi vite que ce qu'il a l'air de muter, c'est-à-dire plus rapidement que la grippe? Non, il ne mute pas plus rapidement de la grippe, il mute moins rapidement de la grippe. Ah. Ça, c'est certain, mais il mute, c'est normal. Alors, évidemment, plus le virus se réplique, plus il a d'une chance de muter. Ça, c'est aussi un effet de la vaccination qui sera très important, c'est qu'on va diminuer, on ne va pas l'éradiquer tout de suite. C'est-à-dire que la variole qui a été éradiquée jusqu'à maintenant, comme maladie, mais il va se répliquer moins, et moins il se réplique, moins il a de chance de muter, évidemment. Donc ça, c'est un point important. Alors, il faut surtout parler, je pense, du variant anglais, le B117. Le B117 a à peu près 16 mutations dans tout le virus, et il a des mutations au niveau de la protéine S, ce qui inquiète tout le monde. Alors, la protéine S du variant B117 est mutée et plus facilement rentre dans la serrure, c'est-à-dire que la protéine S reconnaît mieux le récepteur, donc il est plus contagieux, il rentre plus facilement, il est plus infectieux. C'est ennuyeux, mais c'est relativement facile de voir si un vaccin est efficace contre un variant. En fait, c'est assez simple. Vous prenez les anticorps, et on ne parle ici que des anticorps, n'oubliez pas qu'il y a encore les lymphocytes T, on y arrive. Mais on prend le sérum des personnes vaccinées, par exemple, ça a été fait pour le Pfizer, pour le Moderna, et aussi AstraZeneca d'ailleurs, et ça c'est en train d'être fait. Vous prenez le sérum, vous le mettez en présence de virus qui expriment le mutant ou pas, et vous regardez s'il arrive à bloquer sa capacité de rentrer dans les cellules. Tout ça se fait in vitro, c'est assez facile. Quand ça a été fait, le variant B117 est bien neutralisé par nos anticorps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est le sud-africain et le brésilien qui ont d'autres mutations de la protéine S et qui, eux, sont moins bien neutralisés par le sérum de personnes qui ont été vaccinées par les 2 vaccins, donc Pfizer et Moderna. Donc on pourrait devoir réadapter le vaccin. Mais on oublie une chose, c'est que quand on dit moins, ils ont quand même des anticorps, il y a quand même une neutralisation, je pense que c'est à peu près 6 fois moins. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi les lymphocytes T. Les lymphocytes T ne reconnaissent pas les mêmes parties de la protéine S, en fait, ils reconnaissent des petits fragments. Et donc, c'est très différent. Et donc, la réponse immunitaire est très large. Il y a beaucoup d'anticorps différents contre cette protéine. Et il y a beaucoup de lymphocytes T contre cette protéine. Et on sait que les lymphocytes T jouent un rôle très important aussi pour la protection. Ça a été publié récemment. Donc, la réponse immunitaire est tellement diverse, variée, qu'on a du mal à imaginer qu'il y a un problème sérieux pour être un peu moins neutralisant, mais pourrait toujours protéger. Mais c'est une bonne question. De toute façon, le PDG de BioNTech a dit en 6 semaines, on peut faire un ARN messager contre un variant. Ces variants sont en train d'être testés. Par exemple, AstraZeneca donc, est un vaccin qui a été donné déjà dans plusieurs millions, je pense, la population au Royaume-Uni. Et donc, c'est en train d'être analysé, de voir si
il y a bien une protection contre les différents variants. Et si j'ai bien compris les analyses préliminaires, mais ce n'est pas encore publié, ça a l'air d'être le cas. Donc analyse en ça population fonctionne. générale, et là, pas en laboratoire. C'est pas in vitro, mais Oui, c'est... en population générale. Exactement, dans la population. Donc, l'ensemble des résultats qu'on a maintenant suggère qu'il n'y a pas d'inquiétude à Parce qu'en avoir fait, là, je vraiment. remonte une inquiétude qu'on Mais lit. s'il y en a, que vraiment on voit qu'il n'y a pas de protection, mais je vous dis, il y a aussi la lymphocyte T très efficace, à ce moment-là, on fera un autre... Parce que ça, c'est vraiment une inquiétude qu'on trouve très souvent sur Internet. C'est si effectivement c'est comme la grippe, on va devoir se vacciner tout le temps. Donc, non, chaque année, je veux dire. Je ne pense pas. Mais il y a aussi... Donc, il y a les variants, mais il y a aussi la durée de la protection. Hein, c'est ce qu'on dit aussi. Alors, pour le moment, ce qui a été publié, c'est qu'une personne qui a eu la Covid-19 et qui s'est rétablie a une réponse immunitaire pendant déjà 8 mois. Très bonne réponse immunitaire, qui même s'améliore avec le temps, parce que je vous ai parlé de la mémoire immunitaire, la mémoire qui est due au fait qu'il y a plus de lymphocytes puisqu'ils sont divisés, mais ils sont aussi meilleurs. Ça a été montré à 8 mois. Bon, on est déjà à 8 mois, c'est déjà pas mal. Et après vaccination, à 4 mois, on a vu qu'il y avait encore une excellente réponse immunitaire. Donc contre un variant différent, là. Je parle du virus en général. Les variants, ça, il faudra encore un petit peu attendre. Mais je veux dire, la réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2, je parle plus de celui de départ, est maintenue pendant au moins 8 mois après infection, 4 mois après vaccination, mais on ne peut pas dire plus puisqu'on vient de vacciner évidemment, donc il faut un peu de patience, mais elle s'améliore avec le temps, donc on dirait qu'elle devrait être à long terme. Donc apparemment, même vacciné, on peut toujours transmettre la maladie. Alors c'est pas encore très clair aujourd'hui, donc on ne sait pas très bien, donc la personne vaccinée se protège elle-même, elle n'est plus malade si elle rencontre le virus, elle est capable de l'éliminer, mais on peut imaginer qu'il y ait suffisamment de virus, par exemple, dans les voies respiratoires supérieures, et qu'elle soit toujours capable de transmettre la maladie. Alors ça, c'est très simple. Les phases 3 ne sont pas faites pour tester ça. Dans les phases 3, on teste si les personnes deviennent malades. On ne teste pas si autour des personnes vaccinées... Pour aucun vaccin, ça. C'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Mais par contre, maintenant, comme on a quand même certains pays dans lesquels la vaccination a très bien avancé, comme par exemple en Israël et au Royaume-Uni, en Israël, il semble qu'il y ait une diminution de la transmission. De nouveau, je dis semble, il faut absolument calculer le R0 du SARS-CoV-2 et évidemment de ses variants. Maintenant... Et peut-être le R0 du patient vacciné, qui, on l'espère, sera plus faible que quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'est l'idée. Il devrait... Enfin, le R0, c'est le R0 du virus. Hein. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, mais dans le patient vacciné devrait vraiment en avoir très très peu. Je veux dire, finalement, la question est de savoir s'il a une immunité mucosale. Est-ce que, pour éliminer tout le virus au niveau des voies respiratoires, il faudrait une immunité au niveau des muqueuses, au niveau des muqueuses, au niveau des muqueuses des voies respiratoires. Faut-il, par exemple, immuniser par les voies respiratoires plutôt qu'en injecter en intramusculaire? Ce sont toutes des questions qui sont importantes si jamais il y a encore une transmission. Mais de toute façon, il y aura moins de réplication du virus. Donc je serais très étonnée qu'il n'y ait pas une diminution de la transmission. Il faut voir jusqu'à quel point. Donc quand on aura un certain nombre de personnes vaccinées, on pourra calculer le R0 dans la population et voir si ce R0 diminue. Mais certains éléments, comme par exemple le vaccin de Moderna, ils ont montré que dans la population vaccinée, il y a moins d'asymptomatiques aussi. Ça veut dire, très probablement, qu'il y a moins de transmission de virus chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Mais alors une question, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que, donc, suivant la zone du corps où on se vaccine, on n'a pas la même protection. Je pensais que c'était global dans le corps. C'est global dans le corps parce que les lymphocytes circulent dans tout le corps. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'immunité mucosale, qui est un peu particulière. Les anticorps sont un petit peu différents. Donc imaginons, je prends un exemple, qu'au lieu de me piquer dans le bras, je me pique dans la bouche. Non, vous ne piquez pas dans la bouche, mais vous le prendriez voilà. par les voies respiratoires. Mais c'est vrai dire que mes muqueuses, effectivement, seraient plus à même de lutter directement contre le virus. Dans les muqueuses, il y a des anticorps un petit peu différents qui sont présents dans les muqueuses en général du corps et qui sont efficaces contre les infections virales. On ne sait pas encore, mais ça va venir,
s'il y a une immunité mucosale au niveau des voies respiratoires, puisque c'est ça toute la question pour la transmission. Dans certains cas, c'est vrai, je me demande si ce n'est pas la polio d'ailleurs, mais je dois vérifier, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va voir ce qui va se passer. De toute façon, on sait déjà maintenant au Royaume-Uni et en Israël qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de malades, et donc je pense que le vaccin devrait vraiment avoir un effet majeur. Les 3 vaccins qui ont été acceptés maintenant vont certainement avoir un effet majeur au niveau de la population. Donc, est-ce que l'immunité collective acquise en laissant les gens qui vont faire des formes bénignes sont contaminés est meilleure ou moins bonne que l'immunité collective donnée par un vaccin? Oui, c'est une bonne question. En fait, jamais il n'y a eu d'immunité collective sans vaccin dans le monde entier. Donc, on peut imaginer que si vous avez une infection localisée avec des personnes qui sont faiblement malades, qu'elles guérissent et que c'est une espèce de cluster et qu'elles ne redeviennent plus malades et ne contaminent pas les personnes autour d'elles. Mais au niveau mondial, il n'y a jamais eu d'immunité collective, je vais la définir tout de suite, sans vaccin. Et alors, je me suis effectivement informée, de nouveau auprès de Jean-Michel Donier, et on a calculé que si nous voulons atteindre une immunité collective de 70%, donc cette immunité collective de 70%, c'est le pourcentage qui est calculé pour la Covid-19 pour éviter la transmission dans une population. Donc 70% des individus seraient immunisés et protégeraient et ne transmettraient plus le virus aux autres 30%. Parce que nous avons dans notre société des personnes qui ne sont pas, qui sont fragiles, qui ne peuvent pas être vaccinées, comme par exemple les tout jeunes enfants, ou alors les personnes immunodéprimées dont on a parlé tout à l'heure, personnes qui ont par exemple le sida, ou personnes qui ont été greffées d'un organe, etc., donc qui sont sous immunosuppresseurs. Et donc, c'est une façon de protéger les personnes plus faibles de la société. C'est 70%. Si on fait le calcul avec le nombre de morts... Je me coupe juste une seconde. Ce 70% dépend de ce qu'on appelle le R0, dont on entend quand même beaucoup parler, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées en moyenne par une personne qui est elle-même contagieuse. Exact. C'est bien et ça. Donc R0 est de 3, on hésite entre 2 et 4, est de 3 pour le SARS-CoV-2. Et donc, pour calculer les 70%, on fait 1 moins 1 sur R0, ce qui nous amène à 66-67%. Donc, on parle donc de 70%. Maintenant, si les variants sont plus infectieux, évidemment, il faudra monter. Le B117, calculons 4, à ce moment-là, on arrive à 75-80%. Donc, il est possible qu'on doive vacciner plus de personnes. Mais donc, si on calcule... Donc, votre question, c'était est-ce qu'on peut atteindre l'immunité collective sans vaccin ? On aurait à peu près 60 à 80 000 décès en Belgique. Et encore, on n'est pas sûr qu'on arriverait à l'immunité collective, j'y arrive. Mais pour avoir 70% de vaccinés naturellement par infection, le calcul a été, on aurait 60 à 80 000 morts en plus. On est maintenant à 21 000, ce qui est déjà catastrophique. Et donc, ce n'est pas éthique, a dit l'OMS, ce n'est pas logique scientifiquement. Donc, on a besoin absolument d'un vaccin pour atteindre l'immunité collective. Et en plus, les personnes qui sont infectées, symptomatiques ou asymptomatiques, ont une réponse immunitaire, mais il est possible que celle-ci, je dis possible parce qu'il faut encore voir à long terme, soit moins efficace qu'après le vaccin, surtout après 2 doses de vaccin. Et donc, le tout fait qu'il faut absolument atteindre l'immunité collective avec le vaccin. D'accord. Madame Muriel Moser, merci beaucoup d'être venue. Merci de votre invitation. Mais de rien.